Monsieur le ministre. Moi, c'est Madame Ndimba. Je suis chef d'équipe pour l'Afrique centrale et l'Afrique de l'Ouest. Et je suis dans l'équipe de soutien au pays que dirige Monsieur Coulibaly. Voilà, donc vous connaissez déjà Adama, la représentante résidente, sur place chez vous. Et j'ai ma collègue aussi, Sylvie, qui est mon assistante, qui vient de commencer. Donc qui sera avec nous également. Donc voilà, c'est la délégation. Donc cette équipe s'occupe de vraiment suivre tous nos programmes, surtout les programmes assez larges et assez importants tels que le PADC. Et donc nous les avons mobilisés et nous avons mobilisé également tout un autre bureau qui s'occupe des politiques de développement pour revoir le programme et pour faire revoir la qualité du programme et pour avoir une discussion. C'est une opportunité pour eux de recevoir l'excellence, d'écouter de votre part la vision, l'impulsion présidentielle, etc. derrière ce programme. Et puis, ils vont préparer de leur côté un point de vue du PNUD, ils vont faire une présentation. Donc ce sera plus un échange, c'est l'occasion pour un échange. Mais donc voilà, quelques mots d'introduction. Et je vous passe la parole pour présenter aussi votre délégation. Alors, je tiens d'abord à vous remercier de la disponibilité, l'accueil. Donc j'ai à ma droite le conseiller de notre mission diplomatique à New York. L'ambassadeur étant en mission en ce moment à Brazzaville, donc c'est celui qui est le second, le chargé d'affaires. Voilà. Donc c'est l'ambassadeur par intérim, c'est notre chargé d'affaires. Et à ma gauche, le premier secrétaire de la mission diplomatique de la République du Congo à New York. Et donc, une fois de plus, merci. Et c'est aussi l'opportunité, en effet, pour nous d'aborder la question non seulement concernant le PADC, mais aussi sur la décentralisation, puisque le PNUD est très engagé et nous appuie sur ces politiques qui touchent directement les populations, ces politiques locales, ces politiques publiques proches des populations. Donc en effet, on est là. On serait donc très heureux d'échanger avec l'ensemble des équipes et on repartira d'ici, j'en suis persuadé, avec un format précis et un schéma clair en ce qui concerne l'implémentation du PADC. C'est tout l'objectif de notre séjour. Que le chef de l'État a voulu d'ailleurs que nous puissions faire ce déplacement pour arriver donc à avoir de façon alors claire le déroulement du processus. Vous-même, vous avez eu l'opportunité d'échanger avec le chef de l'État en octobre lorsque vous êtes passé à Brazzaville. Donc c'est une suite logique, on va dire, des échanges concernant votre appui et concernant ce projet de ce PADC. Voilà. Je pourrais rappeler aussi, puisque j'ai reconnu madame, puisque le ministre des Finances avait pu échanger avec la directrice Afrique à Washington il y a quelques jours. Et donc aussi, fort de ces échanges, nous allons donc modeler l'approche et consolider l'approche en ce qui concerne donc l'appui du PNUD et notre coopération sur ce sujet. Je voudrais remercier aussi la représentante locale qui ne cesse de montrer sa disponibilité et de nous appuyer. Voilà. Très bien. Est-ce que vous faites référence à la discussion de la directrice avec le ministre des Finances, et puis vous-même qui étiez connecté, la représentante présidente, il y a eu une discussion sur avoir un peu une feuille de route
avec des milestones. Et donc nous avons demandé, je vous remets ça, ça va être présenté à l'autre meeting un peu plus large, mais bon, je voulais vous partager, enfin j'ai que 2 copies, donc on va... je voulais vous partager, bon ça c'est la théorie du changement du programme qui est déjà dans le programme national, donc on n'a fait que reprendre ce qui était déjà là. Et donc sur la deuxième feuille, vous avez un petit peu l'ébauche des étapes principales. Alors nous n'avons pas ajouté de date parce que tout dépendra des décisions au niveau du gouvernement, mais ça donne une idée des étapes jusqu'à la finalisation du programme, disons sa signature, et ensuite son initiation. Donc c'est assez simple, et il ne reste plus qu'à mettre en œuvre, comme on dit, et à mettre des dates autour. Nous avons eu beaucoup de discussions au niveau interne. Ce sont vraiment des programmes que nous considérons transformationnels. Au niveau de l'atteinte des ODD. Beaucoup oublient que ce que nous appelons personnes laissées pour compte, en fait, c'est l'accès universel à certains services de base. Et je crois que ce que vous faites au Congo, c'est tout à fait admirable. Parce que quand on regarde les indicateurs, d'ailleurs j'ai relu le programme national avec intérêt, donc j'ai bien parcouru. Et donc il y a quand même des indicateurs, surtout au niveau rural, avec un accès qui n'est pas, en tout cas l'accès à l'électricité, qui est beaucoup plus bas dans les zones rurales que dans les zones urbaines. Alors bien sûr, le Congo est urbanisé, mais enfin seulement à 60-65%. Ou 60, je pense que c'est 66% le pourcentage exact, si je ne me trompe pas. Et on a à peu près presque 40% de la population dans les zones rurales. Donc j'ai regardé les indicateurs qui sont mentionnés dans le programme national. L'accès à l'électricité, par exemple, est un peu au-dessus de 10%, je pense 12% si je me souviens bien. Donc on est loin des objectifs du millénaire sur l'accès à l'électricité, qui quand même appelle à un accès universel. C'est difficile d'avoir du développement sans électricité, absolument difficile. Et on peut dire la même chose sur l'eau. Les ODD appellent à un accès universel à l'eau potable pour boire et aussi à l'assainissement. Et de même pour la santé. Donc je pense que c'est tout à fait d'avoir à peu près 40% de la population où il reste à faire, disons. Si on peut, le PNUD, participer à l'accélération de ces ODD, d'avoir l'accès universel au Congo pour ces populations, je pense que c'est vraiment transformationnel. Donc c'est un peu la réaction de nos équipes techniques que vous allez voir dans la réunion qui va suivre. Et on a eu une réunion de préparation et c'est vraiment la réaction qu'il y a eu. Bon, il y a d'autres pays, bien sûr, qui ont des indicateurs qui sont beaucoup plus compliqués que ceux du Congo, bien évidemment. Mais quand même, il reste beaucoup à faire au Congo. Et donc, se concentrer, mettre une priorité sur les ODD et l'accès universel aux services de base, c'est vraiment quelque chose qu'au niveau du PNUD, vous pouvez compter sur notre soutien, je dirais, sans faille. Ça fait vraiment partie de notre ADN, les ODD et l'atteinte des ODD d'ici à 2030. Donc voir un État qui va mettre le paquet et puis une impulsion présidentielle derrière ça, pour nous, c'est vraiment essentiel et c'est admirable. Donc je voulais vraiment donner un petit peu notre vue du programme à partir d'ici. Et donc je pense que votre visite, c'est l'occasion d'aller un peu dans le détail, de votre part de présenter à nos équipes qui vont être très intéressées, qui vont aider à finaliser, disons, à peaufiner un petit peu le programme. Comme ça, la représentante résidente pourra partir avec quelque chose de ficelé, on espère, et pour pouvoir finaliser au plus vite.
Voilà. Alors, mais ce qui est important aussi à souligner, ce qui est important aussi à souligner, c'est que toutes les politiques publiques du Congo, en réalité, visent le bien-être des populations, donc la réduction de la pauvreté, de la décentralisation, qui en fait permet à ce que les services soient rapprochés des citoyens, les services de qualité, soient proches des citoyens, et donc qui de l'action programmatique du chef de l'État, en réalité, le point de mire, c'est quasiment ce qu'on retrouve à la fois dans l'agenda 2030 des Nations Unies, mais aussi parallèlement à l'agenda 2063 de l'Union africaine. Donc, en gros, la vision sociale, la vision de modernisation des institutions à travers la décentralisation, puisqu'on est quand même un État décentralisé et les conseils locaux sont élus. On a 12 départements, 16 communes, 90 districts, et véritablement l'approche du PADC est une approche inclusive et participative. C'est vraiment les populations qui ont été consultées et qui ont fait le choix donc des projets. Et à souligner que ce projet qui vise en réalité à réduire les inégalités entre les populations des zones urbaines et des zones rurales fait suite à une politique d'urbanisation, de municipalisation qu'on a eue pendant une décennie au Congo. C'est-à-dire que nous avons eu une politique de municipalisation accélérée, donc un programme accéléré de municipalisation qui a consisté en réalité à renforcer la qualité des infrastructures, à doter le pays et surtout les collectivités locales d'un certain nombre d'outils de développement, sachant que notre pays qui est très stable du point de vue institutionnel et du point de vue de la paix, du climat social, avait connu des moments assez difficiles et donc avait besoin de se reconstruire. Et donc cette reconstruction est passée aussi par les politiques de municipalisation, des programmes accélérés. Et donc le PADC viendra un peu comme pour consolider la suite, d'autant plus que les politiques de municipalisation touchaient les zones urbaines. Et là, nous allons passer dans la phase des politiques rurales pour toucher aussi les plus vulnérables qui sont dans des milieux, reculés, et aussi régler une situation pour la jeunesse, c'est-à-dire que sédentariser aussi des jeunes dans des milieux propices au développement. Parce qu'il y a ce phénomène d'exode rural qui fait aussi que lorsque la population, la couche la plus importante, parce que nous venons à peine de sortir d'un recensement général des populations et de l'habitat, et qui vient d'illustrer ce que nous savions déjà, mais vient de le consolider, c'est que la population, les 2/3 sont jeunes. Et aussi, cette jeunesse est située entre les deux capitales, Brazzaville et Pointe-Noire, et aussi dans les zones les plus urbanisées. Donc le challenge aujourd'hui, social, économique, industriel, dans le cadre de la diversification de notre économie, c'est aussi d'arriver non seulement à sédentariser les jeunes qui habitent déjà dans les zones rurales, mais aussi créer le phénomène inverse. C'est-à-dire que faire l'osmose contraire, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes qui sont aussi dans les milieux urbains, s'ils trouvent un tissu économique et industriel assez important en zone rurale,
à travers les zones économiques spéciales, qui sont des zones à forte visée industrielle et de bassin aussi de main-d'œuvre, permettra donc à ces jeunes aussi d'aller vers l'employabilité et d'où il faut créer les conditions de vie, structures sanitaires, éducation, accès à l'eau potable, accès à l'électricité, en gros accès aux commodités modernes et qui permettraient en effet à ce que l'on vive en zone urbaine ou en zone rurale. Le plus important serait en effet de s'épanouir et de trouver les conditions idoines pour son épanouissement, pour sa vie de famille, pour ses projets. Bon, vous avez parlé aussi de l'agenda. Alors moi je tiens à vous remercier pour la feuille de route. Je tiens à vous remercier pour la feuille de route et remercier aussi la directrice Afrique qui est quand même partie de New York à Washington pour rencontrer la délégation de la République du Congo et notre ministre des Finances et de l'Économie. Nous avons nous-mêmes eu l'opportunité de participer par visioconférence et ce fut un échange riche. Et fort de cet échange, en effet, le ministre avait émis un certain nombre de points. Il avait souligné, suggéré aussi un certain nombre de points qui en réalité sont en phase avec toutes les discussions qu'on a eues à Brazzaville depuis avec le PNUD. Alors sur le calendrier est suggéré 2025-2027 et il précisait au passage que la loi des finances 2024 n'ayant pas pris en compte le volet de ce projet, qu'il fallait donc différer un tout petit peu pour que le budget 2025 intègre le financement de ce projet. Alors, je vais simplement le compléter en disant que l'agenda en ce qui concerne donc la République du Congo, le gouvernement du Congo devrait rester sur 2024-2026. On va juste modeler les phases séquentielles, sachant que le projet se lève en CFA à 560 milliards de francs CFA. Et étant donné que c'est un projet par phase, le plus important, ça serait donc de démarrer le projet. Et donc l'option qui a été prise, c'est que au dernier semestre de l'année en cours, que la République du Congo, le gouvernement, mobilise une somme d'argent pour démarrer le projet, puisqu'il y a les études de faisabilité, il y a les études d'impact aussi environnementales, il y a aussi les appels d'offres nécessaires, la sélection des entreprises, et c'est un travail qui devrait se faire courant année 2024, en tout cas ce qui va en rester pour l'année, pour que avant le début de l'année 2025, sinon premier trimestre 2025, que l'implémentation effective démarre, qu'on ne soit plus dans les études. Alors, d'où la mobilisation, sinon la libéralité des ressources devrait se faire par étapes. Voilà. Nous sommes sur 560 milliards, disais-je. Notre ambition, c'est de mobiliser 250 milliards pour le projet et 50 milliards donc, au cours de l'année, disais-je, le dernier semestre de cette année, au moins mobiliser 50 milliards. Et ceci peut passer par les formules, on peut passer par un collectif budgétaire pour mobiliser les 50 milliards. Et très rapidement aussi budgétiser encore une tranche pour le budget 2025, en tout cas les budgets 2025 et 2026, et les 200 milliards qui devraient rester le reliquat
voir avec les partenaires comment nos partenaires pourraient nous appuyer, sachant que ce projet est FMI compatible, puisque nous sommes en programme avec le FMI et ça se déroule très bien. Et sachant que le projet a pour impact direct l'amélioration des conditions de vie des populations et aussi apporter, soutenir aussi la croissance et même relancer la consommation au niveau rural. Donc voilà un peu le tableau que je peux présenter et d'où nous sommes disponibles à continuer la discussion avec les experts pour reprendre l'occasion des experts. J'ai compris qu'on va aussi participer à un panel, donc on pourra aussi à cette occasion présenter plus ou moins, présenter de façon un peu plus précise notre pays, ses atouts, parce que les atouts, le Congo en a, ses atouts, que ce soit au niveau institutionnel, au niveau environnemental, au niveau de la ressource humaine. Et donc ça va être, nous le pensons, et le chef de l'État, le président Denis Sassou Nguesso, appuie personnellement le projet. Je pense que vous l'avez vous-même entendu. Et notre présence ici témoigne bien de l'intérêt que le Congo et le président de la République, le gouvernement de la République a pour ce projet. Voilà. Alors là, je vais vous demander un petit peu votre aide avec les francs CFA. Parce que nous, on est alors, en dollars, c'est la conversion en dollars, ça serait, le projet serait autour de 800 millions de dollars, autour de 800 millions de dollars américains. 50 milliards de francs CFA, on serait en dollars autour de 100 millions de dollars pour 2024, on sera autour de 100 millions de dollars. Ensuite, on devrait passer entre 100 et 200 millions de dollars, plutôt à 200 millions de dollars 2025, puisque là, on aura budgétisé le projet. Resterait pour l'implémentation du projet 300 millions de dollars plutôt. Il resterait 300 millions de dollars. Et donc en gros, sur la totalité du projet, le Congo devrait s'engager à la moitié, de mobiliser la moitié des ressources propres. Et 400 millions en propre et 400 millions en pré-concessionnel. Exactement. Voilà. Ce qui avait été un peu la discussion avec la directrice aussi régionale, parce que le Sénégal, c'est ce qu'a fait le Sénégal au niveau des pré-concessionnels, et aussi la RDC avec le FMI. Donc d'autres pays ont fait ce choix. Et ça pourrait être en phase en fait, c'est-à-dire que la première, comme vous avez dit, c'est des phases, ça pourrait être une première phase qui démarre en 2024 jusqu'en 2025 et faire ensuite une deuxième phase, le temps de voir s'il y a des prêts concessionnels qui viennent. Et ça peut être reflété. Je pense que c'était un peu la discussion que j'avais eue avec Adama pour voir comment on pouvait mettre un petit peu des phases. Donc je crois qu'on se rejoint vraiment dans la réflexion et dans la faisabilité. Et ensuite, au niveau technique, je pense que les équipes techniques pourront ajuster suivant les montants. C'est-à-dire que le gros du travail est fait et les équipes techniques pourront ajuster suivant le montant. Dans la chronologie que je voulais porter à votre attention, l'importance pour la finalisation. Donc le dernier rond en orange, qui est le numéro 3, vous allez voir LPAC, Conduct Appraisal. Donc ça c'est... donc en fait au niveau local, quand tous les documents sont ficelés, également au niveau budgétaire, au niveau d'où va venir l'argent, ce que le Congo va mobiliser et tout ça, il y a une réunion finale
qu'on appelle Local Project Appraisal, c'est-à-dire qu'au niveau local, la représentante et puis le porteur du projet, évidemment au niveau national, appelle les différents ministères ou partenaires pour faire une présentation et s'assurer qu'il n'y a pas de commentaires finaux. Donc c'est un peu une dernière étape obligatoire dans notre processus. Et en fait, le but, c'est vraiment s'assurer que tout est bien ficelé, qu'il n'y a pas d'objection. Et à la suite de ça, je pense qu'il y a une signature. Donc de notre côté, on devra recevoir quand même l'assurance, mais bon, ça c'est un peu notre cuisine interne. On recevra l'assurance du compte-rendu de la réunion, signé si possible par les deux parties, par le PNUD et par le gouvernement, pour s'assurer qu'il y a un accord au niveau des montants, de la source des montants et du programme, et ensuite la signature. Donc là, je pense, au niveau technique, un peu tout est fait. Donc il ne vous restera pas grand-chose sur la partie orange, je dois dire. Et ensuite, une fois que c'est signé, l'important, c'est le point 5, la bulle 5. Et en dessous de la bulle 5, on voit « Make funds available ». Alors ça, c'est très important, je porte à votre attention, parce que dans nos procédures, et on a quand même fait face à ça au Sénégal, c'est-à-dire que nous, on n'est pas dans la capacité de commencer des appels d'offres, etc., s'il n'y a absolument pas de liquidité dans nos fonds. Donc là, c'est extrêmement important. Donc on se met d'accord sur les fonds à débourser. Donc par exemple, 2024, vous avez fait mention de 100 millions. Mais c'est une fois que ces fonds sont reçus par le PNUD que la représentante ici pourra donner le feu vert aux équipes de commencer les procédures. Donc c'est lié, si vous voulez, recevoir l'argent et commencer les procédures. C'est-à-dire, tant qu'elle n'aura pas ça, là j'essaye de la protéger un peu, tant qu'elle n'aura pas ça, on aura beau, même notre administrateur ne pourra pas l'obliger à commencer. Vous voyez, c'est nos procédures un petit peu là-dessus, c'est assez rigide. Donc je voulais quand même porter ça à votre attention pour que vous puissiez gérer avec ces paramètres qui ne sont pas vraiment flexibles. Donc on avait pris pas mal de retard dans un des PUDC, dans un des pays, parce que les fonds n'étaient pas disponibles. Donc les partenaires nous disaient, mais vous pouvez gagner du temps, commencer et faire des appels d'offres. Et en fait, on n'a pas le droit de le faire. Donc c'est important de le savoir ex ante. Donc voilà, je pense que c'est vraiment les points importants dans le chronogramme. Le reste, c'est un petit peu de la mise en œuvre des projets un peu classiques. Donc voilà, c'est ça le... En tout cas, je pense qu'on est en phase. Oui. Le plus important, c'est que une bonne partie des étapes ont déjà été réalisées, on va le dire. Et bon, peut-être même les étapes les plus complexes. Parce que c'est le montage des projets. Après, une fois que tout est déjà ficelé, le montage est fait, toutes les questions qui sont dans le technique, on va le dire, pourraient toujours être ajustées, pourraient toujours déjà au moins ficeler le projet, faire le montage, et comme ça tout le monde est d'accord sur le process. J'ai vu le cost sharing agreement, que tout ça soit mis en œuvre, et aussi on a des partenaires, les partenaires financiers qu'on devrait rencontrer autour du projet aussi. Donc de notre point de vue, il n'y aurait pas trop de soucis une fois que le projet est monté, le processus est connu, et pour le reste, on devrait... Alors juste une petite, peut-être la dernière, ça peut paraître un détail, mais c'est important.
Alors, dans notre expérience, on a fait le PUDC au Sénégal, en RDC, on a commencé au Tchad. Le Gabon commence aussi, par ailleurs. Ils sont à leur étude de faisabilité. Et au Togo, on a fait au Togo. Et en fait, dans certains pays, il y a eu une impression que ce sont des programmes qui peuvent être financés par certains partenaires. Mais le type de montant rend la mobilisation des ressources par les partenaires, bon, pas impossible, mais c'est-à-dire que ça reste marginal, le type de montant qu'ils peuvent donner par rapport, parce que c'est quand même une ambition nationale. C'est une ambition de couverture du territoire, comme vous avez dit, c'est la deuxième phase. Il y a une phase de municipalisation, mais maintenant on regarde les zones rurales. Et donc c'est des coûts importants que les partenaires ne sont pas... Alors évidemment, ils pensent que c'est une bonne chose, mais de là à mettre les financements conséquents derrière, c'est autre chose. Moi, je vois par exemple dans mon pays, en Algérie, quand il s'agit de faire l'électrification dans le sud, dans le Sahara, où il y a beaucoup moins de population, bon, c'est vraiment le budget national qui a couvert, parce qu'aucun partenaire disait, bon, on ne va pas dépenser tout ça pour un village. Mais ce n'est pas la notion, il y a quand même une notion d'accès universel au niveau de l'électricité, au niveau de la santé. On ne peut pas laisser pour compte un village parce que ça coûte trop cher. Mais disons que ce n'est pas nécessairement le type de programme où les partenaires au développement se positionnent. Et ça, c'est notre expérience sur la plupart des grands projets. Donc je partage ça quand même pour, vraiment dans un esprit de partage des bonnes pratiques et des leçons apprises, parce qu'on a tendance à attendre beaucoup nous-mêmes. Hein, je vois mes collègues, on va organiser une table ronde et puis tout le monde sera emballé et tout le monde. Et en fait, alors il y a cet aspect et en plus l'aspect en ce moment, la configuration internationale avec l'aide au développement et puis toutes les demandes avec tous les conflits, on a quand même, il y a un peu un rétrécissement de l'enveloppe en général, je vais dire. Donc là, c'est vraiment pour... et donc, c'est vraiment des projets d'investissement public. C'est ça le gros... Ça vient des projets d'investissement public avec une mobilisation des ressources domestiques beaucoup plus que des partenaires financiers. Alors je ne vous décourage pas de faire, bien sûr, hein, c'est pas mon propos. Mais enfin, je vous partage quand même l'expérience qu'on a eue et puis les difficultés qu'on a eues de mobiliser des partenaires financiers. Ça, les banques de financement, c'est différent parce qu'ils font des prêts concessionnels. Les prêts sont de l'argent du gouvernement par définition. Donc ça, c'est une discussion séparée. Mais tout ce qui est don, là, ça devient beaucoup plus compliqué. Voilà, donc c'est juste pour... Alors, je parlais des détails, mais parfois c'est ce qui semble accessoire qui devient fondamental, qui fait le principal. Oui. En réalité, dans le cadre de ce projet, l'idée de se retrouver avec les partenaires, c'est aussi de donner l'information aux partenaires de ce qui se fait, de ce qui va se faire. Après, l'engagement des partenaires ne dépendra que de leur intérêt aussi à accompagner la République du Congo. Mais on va dire presque le devoir sera le nôtre de présenter le projet aux partenaires. Il y a quelques mois, j'ai été moi-même à Bruxelles parce que il y avait déjà un intérêt manifesté par le représentant de l'Union européenne en République du Congo, l'ambassadeur de l'Union européenne en République du Congo, qui a d'ailleurs assisté à l'atelier de lancement avec les collectivités locales de ce projet. Et pendant mon séjour à Bruxelles, j'ai eu des entretiens avec le directeur
de la Banque européenne d'investissement qui étaient, par exemple, intéressés par le projet. Donc, on peut voir, un enchevêtrement entre presque une collision positive entre l'institution qui est partenaire au développement, on va l'appeler comme ça, l'Union européenne, et aussi la BEI, par exemple. Oui. Donc, porter l'information aux partenaires au développement peut être l'occasion d'ouvrir l'autre porte qui est derrière, qui est la porte du partenaire et plutôt de l'annexe chargée des financements de cette institution. Oui, ce sont des politiques publiques. Et naturellement, nous avons fait la municipalisation, le programme de municipalisation accéléré. C'était des financements publics, mais avec la mobilisation toujours des ressources à la fois domestiques et aussi des emprunts qui peuvent être concessionnels, qui peuvent être de toute origine. Mais non, il y a un intérêt réel vis-à-vis des partenaires. On a pu rencontrer le directeur de la BAD. Là aussi, je pense que la représentante a pu y assister. Donc, là, c'est la Banque africaine de développement. Là aussi, c'est à la fois un partenaire au développement et un partenaire financier important. Et lorsqu'on parle de 100 millions de dollars, je pense que ces partenaires, par exemple, au-delà de la mobilisation domestique qui peut être faite, il y a aussi cet apport qui peut nous permettre, ou ces promesses qui peuvent nous permettre d'avoir une idée sur le comment financer le projet au niveau global. Parce que ce qui est important, ça serait aussi de savoir, au-delà des séquences de la démarche séquentielle de financement de projet, c'est aussi d'avoir une idée d'investissement global, de mobilisation, de schéma de mobilisation globale des fonds pour ne pas arriver à des impasses que vous avez mentionnées ici, où il faut passer d'une étape, par exemple, à une autre et commencer à faire des appels d'offres, mais entre-temps, en amont, qu'il n'y ait pas la ressource nécessaire pour impulser l'appel d'offres. Voilà. Donc, le schéma, c'est pas qu'on est conditionné ou qu'on dépendrait directement ou étroitement des partenaires au développement. Non, c'est un projet du Congo, c'est un projet du président de la République du Congo. Donc, les ressources à mobiliser sont d'abord de notre responsabilité. Après, une fois de plus, on a parlé des ODD, vous avez parlé de l'accès universel. Donc, lorsqu'on parle de l'universalité, que ce soit de l'eau, de l'électricité, de l'air, de la qualité de l'air et autres, il y a bien aussi une responsabilité supranationale qui s'installe. Et donc, les partenaires qui voudraient accompagner et appuyer seront les bienvenus. Mais le Congo, aujourd'hui, a les capacités de mobiliser 800 millions de dollars pour un projet important et qui touche directement les populations. Oui, voilà. Absolument. Je crois qu'on a tout dit, on est sur la même longueur d'onde, je n'ai pas du tout de choses à ajouter là-dessus. Je pense que vous pouvez compter l'objectif du meeting qui va suivre, ça va vraiment. L'agenda, on vous a mis en premier pour partager un petit peu. Donc la plupart n'ont pas été au Congo, connaissent très peu, ils travaillent basés à New York. Bon, ils ont voyagé dans beaucoup de pays, donc c'est une opportunité pour eux de vous écouter sur ce programme, la vision du programme. Et ensuite, ils échangeront, ils ont quand même fait la feuille de route, donc ils échangeront de leur côté, puis les bonnes pratiques au niveau du PNUD basées sur d'autres pays. Et ensuite, on fera un échange peut-être de questions-réponses. Donc voilà, ce sera assez. Et ça permettra un peu de finaliser tous les documents du PNUD, comme ça, la représentante pourra partir avec un paquet bien ficelé, comme on dit. Il va en stress. C'est un peu ça l'objectif.
Mais c'est rassurant d'entendre la vision sur un petit peu comment on divise en phases un petit peu. Je pense que ça va permettre de donner aussi cette partie. C'est-à-dire, il n'y a pas seulement la partie technique, mais la partie financement. Ça permettra de finaliser aussi à ce niveau-là. Voilà. C'est un grand plaisir de vous avoir ici, après le Congo. En tout cas, j'avais été assez impressionnée. On avait fait pendant le bassin du Congo, on avait fait une session avec les jeunes. Et on s'est retrouvés, parce que UNICEF avait fait leur session avant, donc ils ont mobilisé énormément de jeunes. Et donc nous, on avait un thème un peu moins sexy, on va dire, mais ils sont tous venus du panel de UNICEF vers notre panel à ce moment-là. Et alors, ils étaient très actifs et ils nous ont interpellés vraiment en disant, bon, évidemment, on a parlé des ODD de manière très générale dans le bon jargon des Nations Unies. Et ils nous ont ramenés sur terre en disant, mais vous parlez des ODD, vous parlez... Le ministre était au panel précédent. Ah, précédent. Oui, ah oui. Donc nous, on s'est retrouvés, donc ils étaient déjà bien chauffés, on va dire. Nous les avions bien conditionnés. Ils sont venus vraiment, et puis ils nous ont interpellés en disant, voilà, vous parlez des ODD, c'est bien beau tout ça, mais concrètement, on parle de quoi? Donc ils parlent après de leur village où il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, il n'y a pas... Donc on a dû vraiment, ils nous ont vraiment ramenés sur terre et je pense que c'est ce genre de programme, moi j'avais pas ça sous la main à ce moment-là. Mais enfin ce genre de programme, au bout du compte, c'est vraiment ça et je pense que ça répond, en tout cas de ce que j'ai entendu des Congolais sur place et surtout de tous ces jeunes. Ça semble répondre à une attente parce qu'il parlait encore de l'accès à certains services de base qui sont pas... Bon, il y a encore du chemin à faire comme dans beaucoup de pays, mais enfin, si on a les moyens et si on peut pousser, je pense que ça va vraiment dans la bonne direction des demandes sur place. Donc s'il y a un autre panel avec des jeunes, j'aurai plus de munitions la prochaine fois. Je suis moi-même un élu. Ah, vous avez l'habitude alors. Je suis un élu et dans une zone plutôt populaire. Et donc on rencontre les jeunes au quotidien et on les écoute au quotidien. D'où effectivement il faut apporter des réponses. Et avec notre métier, notre fonction aussi, qui nous emmène souvent sur le terrain, dans la zone rurale, les jeunes c'est vrai que les jeunes ont généralement les mêmes problèmes, mais il y a des spécificités propres, que l'on soit en zone rurale. Non, je pense que c'est vraiment, ça peut être potentiellement transformationnel, vraiment. C'est faire comme vous dites, il y avait une première étape et un peu, on dit en anglais unfinished business, non? C'est ça. Ce qu'il manque, non? Il faut compléter. Et il faut compléter. C'est cela. Exactement. Donc, vous aurez tout notre soutien. Merci. À commencer par aujourd'hui. Merci. Voilà. Donc, vous voulez ajouter quelque chose à Boubacar, Evelyne? Tout le monde est content. Peut-être Noura pour juste récapituler les prochaines étapes qui ont été articulées ici, vraiment avec l'appui de l'équipe qui s'est mobilisée, qui a travaillé avant que nous n'arrivions, Monsieur le ministre. Ce que j'entends, c'est que, comme vous avez indiqué, second semestre, ça veut dire mois de juin, et donc nous allons vers le mois de mai. Ça voudrait dire que durant le mois de mai, il faudrait que nous finalisions cette réunion au niveau très participatif des acteurs du gouvernement, notamment mais également des collectivités à titre de bénéficiaires pour la validation du projet. Donc c'est ce que la directrice a mentionné comme LPAC, c'est le CLEP, le comité local d'examen de projet.
que suite à cela, la directrice régionale, sur base de l'endossement qui sera fait du PV de cette réunion, puisse nous donner les autorisations de passer à la signature du document de projet avec le gouvernement du Congo, toujours au mois de mai. Le document de projet signé et l'accord de partage de coûts ou l'accord de financement est également signé en principe au mois de mai, peut-être vers la fin du mois de mai, sur base d'un montant revisité également, je comprends, pour tenir compte des capacités réelles, des disponibilités réelles que je suis sûre le gouvernement pourra confirmer dans les prochaines semaines aussi suite à notre retour ici. Et ça nous donnera vraiment maintenant l'occasion d'avoir des coups de franche à partir du mois de juin, de tout publier en termes d'appel d'offres pour toutes ces études-là que vous avez mentionnées, pour que nous soyons en mesure de poser peut-être les premiers chantiers, comme cela nous a été demandé, fin de l'année, peut-être décembre, janvier 2025. 2024. Oui, décembre 2024, effectivement. Voilà, décembre 2024, novembre, décembre 2024. C'est ça. Oui. Quand je faisais un projet de stabilisation, c'est aussi accès aux services de base, mais dans des zones en conflit. Et il y avait le Premier ministre, il disait toujours, quand est-ce qu'on met la pioche dans c'est quand le coup de pioche. Et je pense, c'est symbolique, hein, mais je pense que c'est important que quelque chose commence en 2024. Ce serait symbolique. En tout cas, nous, on mettra le paquet de notre côté pour que les choses démarrent. Ça montre vraiment que les choses démarrent. Madame la directrice, n'oubliez surtout pas que vous avez une invitation du président de la République. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et il m'a été demandé de vous le rappeler. Ah, d'accord. Donc, je le fais, là. Ah non, j'y manquerai pas. Pour le coup de pioche, C'est ça. on se déplace. Merci. En tout cas, merci beaucoup d'avoir fait tout le chemin de Brazzaville, vraiment. C'est extrêmement apprécié. Donc je parle au nom de notre directrice. Puis ça va vraiment nous permettre de ficeler tout ça et de pouvoir commencer au plus vite. Donc vraiment un grand merci. Et puis un grand merci aussi de vous prêter à l'autre meeting, enfin vraiment de participer avec nous sur ces meetings. C'est extrêmement apprécié. On vous en remercie. C'est un plaisir. Vraiment un plaisir. Merci à vous. Merci. Merci. Pardon, nous avons des questions pour le ministre. Ouais. On dit bonjour Monsieur le ministre. Que doit-on retenir sur votre séjour de travail au siège du PNUD? Commencer mon séjour de travail. Non, mais je pense que le séjour de travail ici à New York est véritablement un moment important de travail pour ficeler un projet important pour les populations, parce que ce projet d'accélération et de développement communautaire qui, nous l'avions souligné, est un projet qui est un maillon, un chaînon manquant qui vient compléter la municipalisation accélérée, est un projet pour la décentralisation qui viendrait doter nos collectivités d'infrastructures, des outils, des développements économiques, des développements sociaux, permettre aussi de sédentariser les populations, d'améliorer le tissu villageois, de créer aussi peut-être des conditions inverses au-delà de la sédentarisation des jeunes, permettre aussi aux jeunes qui habitent, qui sont dans les milieux, dans les zones urbaines, d'aller voir comment il fait si beau, si bon vivre aussi en zone rurale, tant qu'ils peuvent puiser et trouver les opportunités pour y vivre. Donc oui, ce séjour, pour nous à New York, c'est vraiment un moment important. Donc notre gratitude à toute l'équipe du PNUD qui s'est mobilisée pour, et nous allons nous prêter, mais avec beaucoup de bonheur, à toutes les séquences de ce séjour, les échanges avec les experts, puisque si nous sommes ici, c'est parce que c'est la volonté du président de la République, du chef de l'État, qui nous a mis en mission, en effet, parce que soucieux aussi de non seulement
de toucher directement les populations en améliorant au quotidien leur qualité de vie, mais aussi il y a des objectifs 2030 des Nations Unies. 2030, c'est déjà demain, que nous devons impulser, pousser pour y arriver. Il y a aussi l'Union africaine qui attend beaucoup de l'agenda 2063. On a l'impression que c'est lointain. Vous vous souvenez de l'an 2000, on avait le sentiment que c'était à 1000 lunes, à Mars, mais on s'est très vite rendu compte que c'était à quelques encablures. Donc, non, c'était un moment important pour nous. On est heureux d'être ici à New York. Et surtout, on remercie donc le PNUD qui est notre partenaire et pour son accueil et l'agenda qui a été préparé pour nous. Voilà. La deuxième question, de quoi s'agit-il de votre première réunion? Alors, la première réunion, je pense que si vous avez assisté, à mon avis, c'est la réunion la plus importante, puisque ça permet de fixer le cadre et de donner le là pour la suite des rencontres. Et ça nous a permis aussi de voir que nous sommes parfaitement sur une même longueur d'onde, que le projet en cours, en tout cas, suscite l'intérêt de part et d'autre. Et nous ne pouvons que nous en féliciter et remercier notre partenaire qui, vous savez, il y a beaucoup de pays africains, il y a beaucoup de pays en développement, il y a beaucoup d'États qui sont en quête aussi d'opportunités pour mieux asseoir leur développement et toucher aussi à travers leur politique les populations. Et lorsque le partenaire trouve du temps pour vous accompagner dans ce monde global, là on ne se suffit pas à soi-même, il est très important et on ne peut que se satisfaire. La troisième question. Vous avez exposé pendant la seconde réunion sur l'accélération de la croissance inclusive au Congo, les cas des PADC, pourquoi ce choix et en quoi consistent les PADC? Alors, le PADC est un programme accéléré de développement communautaire qui vise la réduction des inégalités économiques, sociales aussi, entre les personnes vivant en zone urbaine et celles qui habitent en zone rurale. Et c'est pas l'exclusivité du Congo, c'est-à-dire que dans plusieurs pays, et même les plus développés, il n'y a pas les mêmes atouts, il n'y a pas les mêmes services d'une zone à une autre. Et il y a des zones plus enclavées, il y a même des zones, vous allez trouver en Europe et dans les pays les plus développés où on parle même de sécheresse en termes de médecins, on parle de sécheresse en termes de certains services. Donc imaginez aussi cela au niveau du Congo. Donc il y a bien des zones rurales qui demandent plus d'attention. Et le gouvernement du Congo s'y attelle, puisqu'il y a toutes les politiques de diversification de l'économie à travers les zones économiques spéciales, à travers des politiques ambitieuses qui visent en effet à booster la zone rurale. Il y a des politiques agricoles qui font aussi que le retour à la terre, vous savez, le Congo, c'est une hydrographie abondante, une nature insolente, exubérante, magnifique. Donc, en réalité, cette nature, on ne la trouve pas vraiment en zone urbaine. Elle est encore dans un état primaire, dans un état, je dirais, presque sauvage, entre guillemets, dans certaines zones rurales, et qu'on retrouve que dans des paysages, dans les films, mais on les retrouve sur place chez nous. Il y a des parcs magnifiques. Conquati, Ozala et bien d'autres, qu'on ferait le voyage de New York juste pour y passer quelques jours. Donc, oui, il faut des nouveaux métiers aussi sur l'écologie, sur le tourisme,
En fait, l'industrialisation, c'est pas seulement transformer notre bois ou notre pétrole, mais l'industrialisation à travers des métiers. Et ce projet, en effet, vise aussi un peu avec ses appuis, vise aussi à apporter les fondamentaux, à renforcer l'existant pour permettre à ce que les populations au niveau rural trouvent leur bien-être et aussi qu'il y ait cet équilibre de la société entre les zones rurales et les zones urbaines et voilà. Ah. Je crois avoir répondu à tout. Ok, merci. Donc, Ce sont les questions de Brazzaville. ça reste dit encore. Hein.